Kant cite « Le premier des devoirs envers les autres est le respect du droit des autres hommes. C'est un devoir pour nous que de respecter le droit des autres et de le considérer comme sacré. En fait, il n'y a rien de plus sacré au monde que le droit des autres hommes. Bonjour et bienvenue à tous dans mon 10e épisode Confidence de dirigeants consacré au respect, valeur fondamentale de notre civilisation. Le combat pour le respect, c'est le combat pour que chacun puisse se dire « je suis important ». Se sentir reconnu dans le regard des autres et libre d'exprimer ses talents, sa singularité, sa pensée pour se construire une estime de soi solide, une vie riche de liens tissés et pleine de sens. Combat qui s'exprime sous la plume de mon invitée, Agathe Cagé, au travers de son livre « Respect ». Bonjour Agathe. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour partager votre révolte contre le mépris et le manque de considération globale qui frappe hélas de plein fouet notre société et le monde du travail. Et réanimer notre conscience face à nos responsabilités et pour redonner tout son sens au respect. Et c'est avec joie que je vous retrouve avec votre célèbre blouson et casque de moto sous le bras, un check, un bon café, le regard droit et franc, nous démarrons en trombe notre entretien. Brillante, discrète et fonceuse Agathe, votre parcours force le respect. Vous êtes normalienne, docteur en sciences politiques, énarque, musicienne, écrivain, véritable intellectuelle libre aux idéaux intacts et ouverte sur le monde. Vous enchaînez les postes de haut fonctionnaire en tant que directrice adjointe au sein du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche. Vous défendez aussi les couleurs du candidat à la présidentielle Benoît Hamon en tant que directrice de sa campagne et assumez avec courage le résultat des urnes. Expérience douloureuse, injuste mais ô combien formatrice. Déterminée et résiliente, vous rebondissez en tant que rapporteure générale au secrétariat de la Défense et de la Sécurité nationale. Et enfin, vous prenez le virage avec succès de l'entrepreneuriat en lançant votre propre agence Compass Label. Vous accompagnez désormais en valorisant les résultats de la recherche en sciences humaines et sociales, en sciences physiques et en sciences de la vie, vos clients français et internationaux dans leur dynamique d'innovation. Découvrons ensemble maintenant ce qui se cache derrière ce livre rouge au titre « Respect ». Sur quel socle avez-vous construit votre schéma de valeurs ? J'ai construit mon schéma de valeurs, je pense, sur les valeurs de solidarité, d'attention aux autres, de bienveillance. Je pense que ça s'est construit tout au long de mon enfance, de ma jeunesse, par mon environnement familial et les valeurs par lesquelles j'ai été éduquée. D'où vous est venu votre goût prononcé pour les sciences politiques et la sphère publique ? Je ne sais pas à quoi je peux relier ça, mais j'ai toujours eu un goût marqué pour ce qui se passait dans la sphère publique, dans le débat public. Donc ça a été assez logique pour moi de venir participer à mon niveau en faisant du mieux que je pouvais contribuer au débat public ou à la construction des politiques publiques. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer et vous pousse à combattre, débattre ? D'où vient cette formidable énergie ? Il y a beaucoup de choses qui me font vibrer. J'ai toujours eu en moi une forme de soif de contribuer à la lutte contre les injustices, à bâtir une société plus juste et une société plus bienveillante. Et je le dis pas du tout comme un discours de bisounours ou de béni oui-oui. On peut considérer aujourd'hui qu'il y a certaines situations qui sont révoltantes ou qu'il y a des choses à imaginer, à créer, des choses à améliorer et il y a des engagements à prendre pour participer de cette amélioration. Quel souvenir gardez-vous en tant que haut fonctionnaire de l'État ? Je garde le souvenir d'un engagement formidable et admirable de tous ceux qui font l'État, notamment de tous ceux qui font l'État dans les territoires. Moi, j'ai eu la chance à plusieurs reprises de pouvoir travailler en préfecture ou de pouvoir voir le travail des personnes qui travaillent en préfecture. Ce sont ces personnes qui font tourner l'État au quotidien, qui rendent les services aux citoyens, des cartes grises à l'organisation des entreprises, à plein de choses et cet engagement-là est absolument formidable. J'ai été dans la préfecture du Var au moment où s'est produit un drame terrible, des inondations en 2010. Il y a eu près de 25 morts dans le Var à ce moment-là. Et il y a les personnes qui travaillaient dans la préfecture très naturellement ont passé des jours et des nuits sans rentrer chez elles pour répondre au téléphone, donner des conseils, répondre bien sûr à tous ceux qui appelaient parce que les personnes avaient peur d'avoir perdu des proches et il fallait reloger des personnes. Au départ, il fallait les secourir et c'est ça véritablement l'État et c'est ça tout ce qui fait la force de notre État français, cet engagement au quotidien qui dépasse véritablement un engagement simplement professionnel que montrent tous ceux qui font tourner l'État.
Estimez-vous que le monde politique est coupé de la réalité ? Je dirais pas ça comme ça, parce que le monde politique, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. On peut voir le monde politique de beaucoup de manières. Vous avez un certain nombre d'associations dans plein de domaines. Par exemple, les associations qui œuvrent dans le domaine du logement et contre le logement précaire. La Fondation Abbé Pierre, qui d'une certaine manière font de la politique et font de la politique au plus près de la réalité, des situations sociales, des problèmes aussi à résoudre. Après, si on parle des responsables politiques, c'est toujours dangereux de faire des généralisations. Ce qu'on peut reprocher à certains responsables politiques aujourd'hui, c'est d'avoir perdu le sens de la responsabilité politique, c'est-à-dire le sens de la parole publique. Au fondement de l'engagement politique, l'empreinte à Hannah Arendt, il y a la capacité à faire des promesses et à tenir ses promesses. On a parfois l'impression, chez certains responsables politiques, qu'on ne marche plus que sur un pied, et quand on n'a pas la capacité à tenir les promesses qui sont faites, c'est la démocratie qui, d'une certaine façon, est mise à mal. Que pensez-vous de la réforme de l'ENA en tant qu'énarque ? Je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin urgent de former et les décideurs publics et les décideurs privés à l'incertitude, au doute, à gérer des situations de crise, à gérer des situations extrêmement complexes. Donc on a besoin de penser aujourd'hui une formation qui soit vraiment en phase par rapport à demain des personnes qui auront à agir en intégrant l'esprit critique, le doute, la réflexion sur la complexité. On a une réforme aujourd'hui de la formation des hauts fonctionnaires qui est annoncée comme étant plus tournée vers le monde de la recherche, et notamment de la recherche en sciences humaines et sociales, et je pense que c'est fondamental pour penser l'esprit critique. Après, il me paraît également fondamental de préserver les valeurs de la création de l'ENA au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de former des personnes au service de l'État qui s'engagent véritablement en représentant la diversité de la société française, en venant de tous les territoires, en venant de tous les milieux sociaux, des personnes qui puissent s'engager avec la garantie qu'offrent les statuts de la fonction publique au service du public. Vous poussez un cri au travers de votre livre « Respect » pour réconcilier la société morcelée par les intérêts privés, la colère et le mépris. Quelle est votre définition du respect ? On a besoin aujourd'hui d'une société dans laquelle chacun, individuellement et collectivement, s'engage à permettre que les autres fassent, premièrement, l'expérience de liens d'affection, que ce soit de liens amicaux ou de liens amoureux, pour pouvoir se construire en tant qu'individu. Il faut ensuite que chacun puisse faire l'expérience qu'il est dans la société, un égal endroit parmi une société d'égaux endroits. C'est-à-dire que chacun puisse faire l'expérience qu'il a les mêmes droits que l'ensemble des autres personnes qui composent la société. Et puis il faut enfin que chacun puisse faire l'expérience de ce qu'on peut appeler l'estime sociale, c'est-à-dire qu'il apporte, avec ses différences, ses singularités, ses particularités, quelque chose à la société, à la collectivité. Et pour moi, c'est le respect, c'est permettre à l'ensemble des autres individus de faire l'expérience de ces trois forme de considération. Et puis il y a un élément fondamental pour moi quand même au fondement du respect, c'est le fait qu'il ne faut pas attendre de réciprocité. C'est un engagement qu'on doit prendre à titre individuel, respecter les autres. C'est ce que dit Emmanuel Lévinas, on doit s'engager à respecter les autres sans attendre de réciprocité. La considération, la reconnaissance, berceau de l'estime de soi et de la confiance, est-ce le secret de la réussite ? On se construit en tant qu'individu uniquement par le regard des autres. En tant qu'individu, on a besoin du miroir que nous tendent les autres dans nos relations affectives. Et pour grandir, l'enfant se construit d'abord dans le regard de ses parents. Ensuite, on a besoin du regard de nos pères à l'école, dans le monde professionnel, de la société, ce qui nous permet aussi de nous construire. Et puis on a besoin qu'il y ait une certaine estime sociale qui puisse s'exprimer à notre égard, à notre rencontre. Donc on a vraiment besoin du regard des autres pour réussir, parce qu'on a besoin du regard des autres pour s'estimer soi-même. Et l'estime de soi est à la base de notre construction et à la base du fait qu'on peut, à partir du moment où on s'estime soi-même, penser à ce qu'on peut donner à la société, ce qu'on peut donner aux autres, ce qu'on peut proposer, et donc à construire notre parcours et d'une certaine manière notre réussite. L'éducation, le langage et l'histoire, base du respect, tout s'apprend et se transmet ? Je pense que le respect s'apprend et se transmet. Par exemple, si je prends un élément du respect qui est fondamental, et qui est l'élément du respect entre les hommes et les femmes, et qui est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Aujourd'hui, on considère par exemple qu'à l'école, on ne peut plus faire de parcours scolaire sans apprendre l'anglais, parce qu'on a fait de l'anglais quelque chose d'obligatoire pour pouvoir construire son parcours scolaire. J'ai écrit il y a quelques mois avec ma collègue Elsa Guip une tribune qui s'appelait « Dans le monde, tout comme l'anglais s'apprend, l'égalité entre les femmes et les hommes s'apprend ». Et notre idée, c'était de dire... Comme en France, on est très marqué par les examens et par les concours, de la même manière qu'aujourd'hui, dans tous les concours et dans tous les examens, vous avez quasiment partout une épreuve d'anglais. Travaillons à ce qu'il y ait demain, pour entrer à l'université, dans les écoles, au niveau du baccalauréat, une épreuve qui permette d'interroger les jeunes sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Au fondement, il y a un certain nombre de principes législatifs, de principes réglementaires, de comportements à apprendre, de réflexes à avoir. Donc les choses s'apprennent et ensuite on les intègre de manière plus intime et de manière plus personnelle. Prendre le temps de donner de l'attention à l'autre, c'est l'ouverture vers la rencontre et c'est prendre un risque. Aujourd'hui, c'est ce qui était au fondement de ces respects. On a quand même choisi individuellement, et je m'inclus dedans, et collectivement, la facilité de la bulle de confinement. Et là, la bulle de confinement, pas liée à la crise sanitaire, la bulle de confinement dans nos têtes. Le manque de considération dans le meilleur des cas, le mépris dans le pire des cas, c'est le choix de la facilité. Parce que par le manque de considération, par la fermeture à l'autre, vous n'avez pas besoin d'aller vers la différence, d'aller vers l'attention, d'aller vers la compréhension, de vous ouvrir non plus vous-même. Donc oui, d'une certaine manière, faire le choix du respect et de la considération, c'est prendre un risque. Mais si, en tant qu'individu et en tant que société, nous n'acceptons pas de prendre des risques, on va vers quoi? On va d'une certaine manière vers ce qu'on connaît aujourd'hui, le renforcement du délitement de nos liens sociaux. Et donc d'une perte de richesse. Et donc d'une perte de richesse, d'une perte de sens et d'une perte de qualité de vie pour chacun d'entre nous. L'anthropologue Didier Fassin parle aujourd'hui du fait qu'on laisse s'abîmer beaucoup de vies. On laisse s'abîmer les vies des personnes en fonction de leur origine sociale, on laisse abîmer les vies de personnes en fonction de leur couleur de peau, on laisse abîmer les vies de personnes en fonction de leur genre ou de leur sexualité, on laisse s'abîmer les vies des personnes âgées parce qu'on ne leur laisse plus exprimer leur choix, on ne leur laisse plus exprimer la possibilité de construire leur vie, même s'il leur reste que quelques années devant elles. Et ces vies abîmées, on en est responsable individuellement, on en est responsable collectivement, et absolument personne n'en est préservé. Parce qu'on peut se croire préservé de ça, du fait de sa situation sociale, ou parce qu'on n'a pas conscience qu'on peut avoir ce risque d'un enfermement finalement qui a également un impact négatif sur nous, ou de choix qui nous sont moins ouverts. Mais si on regarde autour de nous, on a toujours un frère, on a toujours une fille, on a toujours un grand-père, on a toujours un voisin, on a toujours un oncle qui vit ce fait qu'on laisse s'abîmer des vies. Donc on perd bien sûr de la richesse, mais même au-delà. En tant qu'entrepreneur, vous portez un regard sur le monde politique et du privé. Que pensez-vous de l'exemplarité et de l'engagement de la parole donnée ? La parole donnée, c'est quelque chose qui est fondamental, et le respect de la parole donnée, c'est fondamental pour un chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise a la responsabilité de proposer une forme de vision stratégique et de guider l'ensemble des personnes salariées et l'ensemble des parties prenantes qui font l'entreprise dans une direction. Et s'ils ne respectent pas les paroles qu'ils donnent, la communauté des parties prenantes va forcément à court, à moyen ou à long terme directement vers l'échec, le délitement et le conflit. Et dans le monde politique, le respect de la parole donnée est au fondement de ce qu'est notre démocratie représentative. Un des plus beaux discours politiques là-dessus, c'est la prise de parole de Robert Badinter au moment où s'ouvraient les débats à l'Assemblée nationale sur l'abolition de la peine de mort, où il dit aux députés: vous avez pris l'engagement devant le peuple français d'abolir la peine de mort, maintenant nous allons débattre ensemble pour tenir cet engagement qui vous lie aux citoyens qui sont allés aux urnes. Et quand on perd le respect de la parole donnée en politique, on éloigne les citoyens des urnes et on crée cette situation de crise démocratique extrêmement forte qu'on connaît notamment en France aujourd'hui.
Cultivez-vous l'optimisme malgré le constat sévère décrit au travers de votre livre? Bien sûr, c'est un appel à l'optimisme parce que c'est une forme d'appel à la responsabilité individuelle et collective, mais pas pour dire regardez, nous sommes en train collectivement de nous enfoncer. C'est au contraire dire regardez, facilement on peut bâtir autre chose de beaucoup plus positif ensemble, et en plus, par le respect qu'on peut accorder à l'ensemble des personnes qui nous entourent, on va gagner humainement à titre individuel et à titre collectif. Ce livre, c'est énormément aussi de pistes d'inspiration pour essayer de progresser par rapport aux avenirs qu'on ouvre à la jeunesse, pour essayer de progresser dans la lutte contre les discriminations, pour essayer de progresser sur la voie de l'égalité entre les femmes et les hommes, pour essayer aussi de trouver une manière de faire de la politique autrement et ramener de la confiance dans notre démocratie, de l'engagement politique et de ramener les citoyens vers les urnes. Donc c'est à la fois un cri de colère qui est tourné vers l'optimisme. Quelle serait votre devise? Peut-être d'une certaine manière, je peux dire never explain, never complain. Il ne faut pas le prendre forcément comme une boutade. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même le fait qu'il faut savoir avancer dans la vie. En tout cas, c'est une des choses que je m'efforce de faire. Et puis derrière, c'est la devise aussi d'une femme qui symbolise aujourd'hui un siècle d'histoire, qui au-delà de son statut particulier a rencontré les plus grands de Winston Churchill à Kennedy et en passant par Mitterrand. Mais je pense que les citoyens du monde entier ont pris comme modèle le capitaine Tom Moore, ce centenaire qui s'est dit avec beaucoup d'optimisme pendant la pandémie, au début de la crise sanitaire, comment je peux faire pour aider le personnel soignant. Il a pris son courage et il a fait ses tours de jardin avec son déambulateur, et ça a créé un élan de solidarité partout dans le monde entier. Mais cet élan de solidarité, c'était un élan d'optimisme, et c'était une forme de remerciement aussi pour ces engagements individuels qui font énormément. Oui, et c'est vrai que la reine Elisabeth d'Angleterre a été remarquable et a salué cette performance, et puis a reconnu et a considéré. Quel rêve et engagement portez-vous pour 2022 concernant le respect? Pour 2022, c'est le souhait qu'on puisse progresser tous ensemble dans la considération que l'on se porte les uns aux autres. C'est progresser dans nos formes de solidarité individuelle et collective. C'est pas appeler chacun à transformer sa manière de vivre et sa manière de faire. C'est appeler chacun à ouvrir un tout petit peu son regard, on dirait en photographie, à élargir un peu sa focale. C'est appeler à progresser également dans le monde de l'entreprise, dans la société, en matière de lutte contre les discriminations, et peut-être ne pas multiplier des promesses qu'on ne tiendra pas, peut-être essayer de réunir les citoyens autour de projets de société, autour d'un horizon, et faire comme ça de la politique un peu différemment de la manière trop facile avec laquelle on l'a fait aujourd'hui, trop facile par la facilité des réseaux sociaux, par la facilité des messages qu'on passe sur les chaînes d'information en continu, aller vers plus de complexité peut-être dans ce qu'on conçoit, dans ce qu'on propose. Clairement, les citoyens sont prêts à ça, à entendre des discours de la complexité, mais ce dont ils ont besoin, c'est d'un horizon et d'un projet de société. Donc j'espère, à l'horizon 2022, qu'on ait différents candidats, différents bords politiques qui proposent véritablement des projets qui entraînent les citoyens vers les urnes, et ensuite la démocratie parlera. Agathe, je vous remercie pour votre témoignage inspirant et pour ce cri du cœur courageux, sans concession et lucide, pour la défense du droit au respect, à être considéré comme unique et contributeur au bien de chacun, valeur intrinsèque de toute vie en société. N'oubliez pas, vous êtes tous, chers auditeurs, des miracles vivants, dignes d'être aimés, considérés, respectés. Responsable et investi d'un pouvoir personnel, vous pouvez décider d'être la personne que vous souhaitez devenir. Et je conclus avec cette citation de Martin Luther King pour vous, Agathe, et pour chacun d'entre vous qui avez pris le temps d'écouter cet épisode. Certaines personnes te rejetteront car ta lumière est trop intense pour eux. C'est comme ça. Continue de rayonner. À très bientôt.